Ouais, il y a plusieurs manières de mesurer ce qui s'est passé mardi, de savoir si vraiment c'est un impact, si vraiment c'est une bonne soirée pour les démocrates ou est-ce que c'est une bonne soirée, comme nous le disait Donald Trump, pour les républicains. Vous avez remarqué, hein, c'est la seule personne, à part lui et Van Epps, qui ont déclaré que c'était une belle soirée. Il y a ces nouveaux graphiques que font le New York Times élection après élection. On les avait utilisés pour le 4 décembre qui sont pas mal, qui sont très très efficaces, qui vous montrent comté par comté, y compris ceux qui sont gagnés, de voir vers où va l'électorat. Et donc vous avez tous les comtés de ce district de Tennessee 7. Vous voyez, où certains, si on va du côté le plus au nord, comme le comté de Dixon ou de Robertson, où la victoire finale de Van Epps, il a gagné de 43 points d'avance. On voit que en réalité, quand on compare avec 2024, bah, c'est les démocrates qui OK, ont des fois. progressé, hein. C'est-à-dire qu'il fait du plus 43, mais dans la réalité, il a perdu 7,5 points, ce qui veut dire aussi que les démocrates, et ça c'est nouveau, du moins, on l'avait vu aussi pour le 4 novembre dans ces comtés qui sont extrêmement rouges, les démocrates ont réussi à flipper certains électeurs trumpiens. Pas suffisamment pour gagner dans un endroit où le candidat Trump faisait plus de 50 points d'avance. 50 points d'avance, c'est énorme, mais suffisamment pour raccourcir ces marges-là. Donc là, vous le voyez, il n'y a aucun doute. Et donc, on se dit, OK, on est dans une situation d'élection avec ces swings qui sont très importants, qui sont typiques de ces élections spéciales depuis le début de l'année, hein. Donc, vas-y, tu peux nous le montrer, où on voit que les démocrates, que ce soit en Floride, en Virginie, en Arizona ou au Texas, ont fait même lorsqu'ils ont perdu, hein, comme c'était le cas en Floride, où on est passé de plus 37 à plus 14, par exemple, dans le Floride 1. Dans la réalité, les démocrates ont fait du plus 22. Donc vous voyez, vous avez ces écarts qui sont extrêmement larges. Et très souvent, et c'est un argument qu'il faut entendre, on dit oui, mais ces écarts, ne tenaient pas compte de ces écarts-là parce que si on compare à des élections midterm, il y a peu de personnes qui sont allées voter. Ce qui est vrai la plupart du temps, il y a peu de personnes qui sont allées voter et donc les seules personnes qui sont allées voter, ce sont les personnes qui sont extrêmement motivées et généralement c'est l'opposition au président, donc les démocrates. Et c'est pour ça qu'il y a ces scores-là. Et donc, ces scores ne sont pas vraiment importants pour les élections. C'est vrai, sauf que ce n'est pas le cas dans ces élections du Tennessee. Quand on va regarder le turnout du Tennessee, le turnout de l'élection, et qu'on va le comparer à celui des midterms de 2022, on va se rendre compte d'une nouvelle qui est extrêmement intéressante pour les démocrates. Vous le voyez, comme je vous l'ai dit, en Floride, Floride 1, Floride 2, il y a eu peu de monde qui s'est déplacé. On voit que l'élection Floride 1 représente 57% de la participation au midterm. Floris 6, c'est 65% de la participation. Et donc, c'est l'excuse de la part des républicains en disant « Ouais, mais c'est pour ça qu'on a perdu, parce que nos électeurs ne sont pas déplacés. » Alors que si on regarde l'élection avant-hier dans le Tennessee, on se rend compte que lorsqu'on compare les élections de midterm, il ne faut pas faire l'erreur de comparer des présidentielles. Les présidentielles sont toujours un moment particulier, mais lorsqu'on compare avec les midterms de 2022, on se rend compte qu'il y a eu quasiment la même participation, 99,5%, la même participation. Donc l'excuse du low turnout pour justifier l'écart et pour justifier la performance de Aftin Ben,
ne tient pas. Et c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant. Parce que du coup, on se dit, tiens, elle a fait une progression de 13 points. 13 points, c'est quoi? C'est les 9 points qu'elle a de retard et les 13 qui étaient en comparaison avec les élections de 2024, le plus 22 de Trump, le plus 22 de Mark Green. Et là, ça devient extrêmement intéressant. Alors, vous avez deux manières de faire ce calcul-là. Vous pouvez aller voir la liste des républicains qui sont menacés dans ces élections-là. Et vous allez voir, c'est énorme. Vous pouvez aller regarder cette liste de ces républicains qui ont gagné leur élection entre plus 0,2 et 12. Plus 12. Elle a fait plus 13. D'accord? Donc vous voyez le nombre de républicains qui peuvent se sentir en difficulté avec les élections qui arrivent en se disant, bah tiens, on pourrait perdre toutes ces voix-là. On va revenir à cette liste. Il y a un deuxième aspect de cette liste. Ce sont les républicains. Alors eux, ils doivent être extrêmement inquiets. Il y en a 38 là. Il y en a 38. Ce sont les républicains qui ont gagné dans des comtés qui ont été remportés par Kamala Harris. Il n'y en a pas beaucoup, mais regardez, il y en a 3. On sait que Don Bacon a décidé de prendre sa retraite. Donc, vous voyez que ce sont des gens qui ont gagné dans des endroits où déjà il y avait plus de démocrates qui ont été élus. Avant de revenir sur cette liste et d'essayer de se dire qu'est-ce que ça veut dire pour l'élection de 2026, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que on va faire ici une étude la plus, comment dire ça, conservatrice possible. On ne va pas prendre plus 13. Elle a fait plus 13. Hein. Là, on va laisser tomber le haut de cette liste, Thomas. Et on va se dire que, et je ne suis pas le seul à le dire, c'est l'étude qui a été faite par G. Elliott Morris sur Strength in Numbers, qui en comparant les élections midterm et en comparant, donc là vous avez les midterms, donc comme je vous le disais, le fait que 99,6, donc vous pouvez utiliser ces chiffres-là comme base. G. Elliott Morris arrive à deux conclusions. Que si on repart sur un modèle national, ça veut dire qu'il faut donner aujourd'hui un avantage, il explique, de plus 7 à plus 8 pour les démocrates. Donc, et je pense qu'à un moment, je dois avoir l'explication de son calcul quelque part, Thomas, dans les documents que je t'ai mis, sinon je l'ai oublié. Mais il y a tout un calcul de comparaison à travers les temps qui fait dire, OK, les élections intermédiaires sont particulières, c'est exagéré les chiffres là. Dans la réalité, il faut en enlever environ la moitié. Donc lui, il décide d'être encore plus conservateur et se dire, OK, on va donner plus 8. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on reprend cette liste-là, si on repart cette liste qu'on a pris, tous les républicains qui sont entre 0,2, si tu veux nous enlever celui-là, on va vous mettre dessus, 0,2 et 0,8, voire 0,6, aujourd'hui, donc ça veut dire aussi les 3 de plus, aujourd'hui, théoriquement, ils vont perdre. 17 sur la liste, plus les 3 d'avant, 20. Exactement. D'autant plus que nouveau sondage PBS qui vient de sortir sur l'intention, on vous en a déjà parlé avec Jean-Marc Léger, de ce vote par le Generic Ballot, où on demande aux gens, vous allez, pour les prochaines élections, on ne connaît pas encore tous les candidats, vous allez voter pour qui? Un démocrate ou un républicain? Regardez ce dernier sondage, plus 14 pour les démocrates. Et plus 14, c'est la totalité de la liste que je vous ai donnée. C'est pas possible. C'est pas possible dans le cas particulier.
Parce que justement, une des questions qu'on peut se poser, c'est de se dire, OK, là on est en train de parler, vous allez voir dans le titre, dans le titre de, vas-y, c'est celui-ci, dans le sous-titre de l'article de Strength in Numbers, que je vous invite à aller voir, lui il dit, ben voilà, que la moitié de ce swing, donc on vient d'utiliser l'hypothèse la plus conservatrice, veut dire que les démocrates gagnent la Chambre en 2026 et sont très clairement compétitives au niveau du Sénat. Au niveau du Sénat. Et d'ailleurs, c'est l'analyse de Polymarket, au-delà du sondage, on va voir ça, que du côté de Polymarket, regardez désormais, lorsqu'on demande qui va gagner la Chambre des représentants, Il y a eu un on énorme voit que tournant. les résultats du décembre, les résultats... Non, ah non, je me suis trompé, ça c'était le 3 novembre. Aujourd'hui, on est à 82%. Donc, c'est une... Mais même, on voit que depuis hier, il y a une tendance qui s'est bien définie. Exactement. Donc, quand on retourne dans ce sondage-là, dans cette liste, excusez-moi, et qu'on regarde la carte aujourd'hui des élections, on voit que donc ça, c'était la carte faite juste avant l'élection de Van Epps. Donc, nous sommes désormais à 220 républicains. Si vous enlevez la moitié de cette liste de républicains qui sont menacés, et si tu peux retourner, Thomas, sur la liste, s'il te plaît, des électeurs qui sont des élus qui sont menacés, vous voyez que simplement si vous allez du 0,2 au plus 5, ça fait déjà la différence. On a du côté des démocrates, il suffit d'avoir tous les élus démocrates, il y en a encore deux, il y a des élections partielles qui vont arriver, donc on monte à 215, la majorité étant à 218, on monte à 215, il faut gagner 3 pour avoir 218. Les 3, c'est du 0,2, du plus 1 ou du plus 1. Ah, regardez, c'est les 3 derniers. Alors que dans la réalité, il y a déjà 3 élus dans des circonscriptions gagnées par Kamala Harris. Donc voilà, c'est vraiment la majorité. Oui. C'est des bonnes nouvelles. Oui, évidemment, ce sont des bonnes nouvelles. Et là, dans la réalité, lorsqu'on regarde cette liste-là et qu'on se dit, OK, si les sondages de PBS ont raison, c'est plus du plus 7, mais c'est du plus 12, 13, 14. Donc, vous avez potentiellement plus de 40 républicains, voire 50. On se dit, mais c'est énorme. Est-ce que c'est possible? Et j'ai regardé dans le passé pour vous dire, oui, c'est possible. On va aller en 2000, vas-y, n'importe quel ordre. Vas-y, Thomas, j'ai plusieurs exemples à vous 2006 donner. d'abord. En 2006, les démocrates avaient réussi à flipper 31 sièges. 31 sièges. Donc, évidemment, on va être, d'ici les élections, on va être à 215 côté démocrate. 31 sièges, vous voyez où ça mène. Mais il y en avait encore plus en 2010. Exactement. Et en 2010, c'est les républicains. Ils ont réussi à flipper 63 sièges. 63 sièges aux démocrates. C'est fou, dans une élection. Exactement. Et même plus récemment, en 2018, donc c'est vraiment, on n'est pas loin d'aujourd'hui. Et c'était qui le président? Les démocrates avaient flippé sur la première présidence de Trump, 41 sièges. Ouais. Et c'était, vous le voyez, depuis 1974, ou en plein scandale Watergate. Ouais. Donc on voit l'importance de ces scandales. Quand vous parlez d'un scandale d'État, ils avaient flippé 49 sièges. Et donc, quand on regarde cette liste qui paraît complètement folle avec cette quarantaine de noms, on se dit, on est dans ce climat-là où on peut penser que les démocrates vont gagner au moins une vingtaine de sièges, à l'élection. 215 plus 20, ça fait 235. Ça serait une majorité plus large que la majorité de Mike Johnson actuellement. Et c'est pour ça que Harrington, sur CNN, a débuté sa rubrique en disant que les résultats de hier, et encore une fois, c'est des résultats à prendre avec leur importance parce que
ils correspondent à 99,6% du nombre d'électeurs des midterms de 2022. 2022 avec une victoire des Républicains. Donc, c'était une participation importante des Républicains dans un État républicain. 99,6. Donc, on peut comparer. C'est pas comparé comme des oranges et des pommes. Là, pour le coup, c'est la même chose. Du coup, vous allez voir, Henry Anton dit ce qui s'est passé mardi soir. C'est pour les Républicains. Il faut partir se protéger. Il faut aller aux abris. Et pour les démocrates, ça annonce une vague bleue. Vas-y, Thomas. Let's talk about the numbers. Republicans should be running for the hills this morning because the blue wave is building, my dear friend, Mr. Berman. What are we talking about here? Well, Matt Van Epps, the Republican candidate, he won it by 9, but this is a district that Donald Trump won by 22 points, 15 points, 17 points. This is a 13-point gain for the Democrats in terms of the margin, and excuse time for Republicans is over because I hear all about these special elections. Oh, the turnout's so low. It's not representative of what happened in the midterm election. The turnout last night in Tennessee's 7th district was equal to the turnout in the 2022 midterm election. So the blue wave, it seems to be building right out of center of Tennessee. Interesting. I mean, so in terms of the numbers, the turnout looked like a regular midterm election, not a special election. Exactly right. Exactly right. And of course, we have a midterm. What about 11 months from now? All right. What have we seen in terms of trends in all the special elections the last year? Okay. You know, I wouldn't necessarily give a hooting and hollering about one special election in Tennessee. I love the people in Central Tennessee, but Central Tennessee is nothing special compared to the rest of the country. But what we see happening is, take a look here. Okay, 2025 U.S. House special elections. Dems outrunning Kamala Harris. A lot of blue here, a lot of blue, which is what I think the nation might look like a year from now if these results hold. Arizona 7, you see a 17 outperformance of Kamala Harris. 23 points in Florida 1, 16 points in Florida 6, 13 points in Tennessee 7, 28 points in Texas 28, and then 17 points in Virginia 11. So we've seen it throughout the nation, whether you go from the suburbs of Washington, D.C., all the way to the southwest in Arizona, whether you're looking at Texas, whether you're looking at Tennessee, whether you go down to Florida, we have seen the Democratic outperformance of Kamala Harris happening across the political map. What happened last night in Tennessee ain't just staying in Tennessee. It is spreading itself throughout the nation. As I said, to me, looking at these results, it looks like... Encore une fois, vous voyez la différence entre ce que fait Harry Anton et ce que je fais là et ce qu'a fait J. Elliott Morris. C'est qu'on est plus conservateur dans ce que je viens de vous dire, plus conservateur que ces chiffres-là, en disant, OK, prenons tous ces autres chiffres comme une réalité exagérée où effectivement, il n'y a pas eu la même participation, mais le Tennessee, c'est une exception. Il y a eu cet argent massif qui correspond à une campagne nationale qui n'est pas normale au moment d'élections partielles. Donc, ces fameuses special elections. Il y a eu l'implication de personnalités comme Al Gore, comme AOC, comme Donald Trump et comme Mike Johnson, et une participation qui est quasiment la même qu'au dernier midterm. Ce n'est pas une participation de special election. Et donc, quand on prend ce chiffre-là comme référence et qu'on se dit, on va le baisser parce que, encore une fois, ça serait tellement énorme, on va le baisser et on arrive à entre plus 6 et plus 8 pour les démocrates au niveau national, vous voyez cette victoire-là avec cette possibilité pour les démocrates de gagner entre 20 et 50 sièges et du coup d'être compétitifs au Sénat. Il y a un autre élément qui est extrêmement important pour mesurer, anticiper les résultats de l'élection. On est à 11 mois. Alors, je sais qu'il peut se passer énormément de choses, mais on vous a déjà démontré ici, et je pense que c'était encore un extrait de Harry Anton qui démontrait que c'est très difficile et d'ailleurs c'est ce que pensent les élus républicains, on va le voir, et le sujet dont je vais parler maintenant, en est l'illustration. C'est très difficile de rattraper un tel retard en 11 mois. Et au-delà de ça, il y a un indice extrêmement fort pour savoir dans quel sens est en train de souffler le vent.
ce sont les départs annoncés. Les départs annoncés d'élus républicains qui soit décident, républicains et démocrates, qui soit décident de partir à la retraite politique, soit de se dire non, nous on veut plus faire partie de la Chambre des représentants, on va essayer le Sénat, on va essayer le poste de gouverneur, mais dans tout le cas, on va arrêter. Et on se rend compte qu'il y a une corrélation extrêmement importante entre le nombre de départs et ce qui suit en termes de victoire démocrate, de victoire électorale. Lorsque vous avez une majorité d'élus, vous avez un grand nombre d'élus démocrates qui annoncent son départ à la retraite, c'est parce que les républicains vont gagner. Et vice-versa, vous le voyez en 2017 ou en 2020, lorsqu'on sait que Donald Trump est au plus bas dans les sondages et qu'il va y avoir une vague bleue, vous avez la plupart des personnes qui partent à la retraite sont des républicains. Et c'est un problème pour Mike Johnson. C'est l'alerte rouge pour Mike Johnson parce que, comme on vient de le voir dans ce tableau-là, il y a désormais, et ce n'est pas terminé, 26 républicains qui ont annoncé qu'ils allaient partir. 26 déjà. Il y en aura d'autres, c'est certain. 12 démocrates et 26 républicains. Alors vous allez me dire, pourquoi c'est un indice aussi important ? Parce que, et c'est pareil, je sais en France, c'est pareil au Canada, c'est pareil de partout, ce qu'on appelle la prime au sortant. La prime au sortant, c'est beaucoup plus facile d'être réélu lorsque vous êtes élu d'une circonscription depuis 2 ans, 4 ans, 8 ans, 12 ans, etc., etc. Lorsque vos électeurs vous connaissent, lorsque vous connaissez parfaitement le terrain et lorsque, du coup, vous avez des électeurs qui ne suivent pas forcément la politique, mais se disent « Ah bah oui, machin, on le connaît, c'est lui qui est là depuis un moment, ouais, il fait du travail qui est plus ou moins bon. » Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette corrélation des départs à la retraite et des défaites. Plus il y a des départs à la retraite, plus il y a donc de défaites du parti où il y a le plus de départs, parce qu'on doit présenter des nouveaux candidats et aussi parce que, évidemment, ces départs à la retraite sont motivés par le climat. Pas le climat, mais le climat politique. Et on va voir dans ces départs, vraiment, c'est une règle absolue dans les départs. On va voir en 2018, par exemple, ça s'était passé exactement. Alors, on avait considéré que c'était un départ massif. Regardez, on était à 39 départs. Et vous voyez, on avait gagné 41 sièges du côté des démocrates. Ouais, c'est énorme, surtout que, j'imagine on va y arriver, mais c'est pas la fin des annonces de départ du côté républicain aujourd'hui. Non, on va y arriver évidemment, mais quand du côté des républicains, on considère que c'est une année perdue qui vient de se passer, on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait ? On avait tous les pouvoirs, on se rappelle le mandate de Donald Trump, on avait tous ces pouvoirs, et qu'est-ce qu'on a fait pendant cette année ? Et on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure en introduction, l'affaire Epstein, la gestion de l'affaire Epstein, et aussi la raison de cette année perdue pour les Républicains, qui d'ailleurs n'étaient même plus à la Chambre des représentants. Et donc c'est pour ça, ils disent, mais qu'est-ce qu'on va aller présenter à nos électeurs ? On n'était pas là la plupart de l'année. On a été là, ça a été pour le shutdown, et puis on n'était pas vraiment là. La seule chose qu'on est allé défendre, c'est le One Big Beautiful Bill, qui est rejeté par quasiment l'ensemble de la population aux États-Unis. On n'a rien à présenter sur un des sujets qui est le plus important aujourd'hui, qui est le plan, l'assurance sociale, pour qu'est-ce qu'on fait avec le financement d'Obamacare. Et donc, c'est extrêmement important. Et dans cette espèce de climat où on se dit yes, we need to run for the hill. Et en même temps, on a cette vague bleue qui est en train de se construire élection après élection. Il y a une personne qui est pointée du doigt,
Ça tombe bien, vous l'avez dans les emojis, c'est Mike Johnson. exactement.